bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass qui s'attaque à un véritable nerf de la guerre dans le monde des données. On en parlait déjà tout à l'heure avec Malek, l'adoption des projets data. Alors vous le savez aussi bien que moi, l'innovation technologique, c'est important, on est d'accord, c'est même souvent passionnant pour ceux qui la développent, mais ça ne vaut rien sans l'engagement des équipes qui l'utilisent. Là, je pense qu'on est tous d'accord, hein, Malek? Mm, Il c'est n'y a pas de clair. sujet. Mm. Et pourtant, combien d'entre vous se retrouvent face à ce mur de résistance, cette inertie organisationnelle qui freine parfois l'adoption des initiatives data? Alors aujourd'hui, on est d'accord, il s'agit plus seulement de convaincre quelques experts, ça c'était le monde d'avant, hein, mais vraiment d'embarquer toute une organisation du terrain jusqu'au plus haut niveau de décision. Alors, pourquoi certains projets sont-ils adoptés avec enthousiasme tandis que d'autres échouent? C'est une bonne question. Mm. Pourtant, hein, ils ont été co-construits, les utilisateurs ont été formés, on a vraiment l'impression d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais pourquoi ça bloque? Alors, quels sont les leviers, les stratégies, les erreurs à éviter pour que la data devienne une seconde nature pour tous vos collaborateurs? Chez Datalogy, on dit même aussi simple que le café du matin. Pour Mm. répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir un expert qui associe, et ça je trouve ça hyper original, un profil d'expert tech avec un profil d'expert de l'humain. Bonjour Malek Bentouami. Bonjour, bonjour Florence, bonjour à tous. Alors, tu es ancien data leader chez OnePoint, ex-chief data officer de chez Engie. Tu te définis comme un transformateur d'organisation par le coaching et la data. Oui, Eh ben, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Ensemble, on merci. va essayer d'explorer les clés de succès de l'adoption des projets data au sein des organisations. Et on va essayer d'ouvrir des perspectives et, on l'espère, quelques pistes de solutions applicables dès demain pour vous tous dans vos équipes. Chers participants, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, vous pouvez les partager ou des réflexions d'ailleurs, les partager dans le chat. On sera ravis de les aborder au fil de la discussion pour enrichir cet échange ensemble. Et je te propose, Malek, avant de plonger dans le vif du sujet, de te présenter pour que notre audience comprenne un petit peu mieux ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à parler de cette adoption des projets data. Et vous allez bientôt le découvrir avec énormément de passion. Oui, Raconte-nous tout, Malek. oui comme tu l'as déjà un petit peu dit, donc j'ai été anciennement data officer chez Engie, puis data leader chez OnePoint, avant de lancer un peu plus mon cabinet, qui s'appelle Ukio. Et l'idée, c'est de se transformer à la fois par la data et par le coaching. Donc en fait, je suis venu au coaching il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en commençant par la négociation. Je me suis dit, il y a un truc dans mes projets, en termes d'architecture et gestion de projet, il y a quelque chose qui cloche en fait. Il me manque des éléments où soit c'est la technique, c'est pas suffisant, soit il faut ajouter quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la négociation. Et puis de la négociation, je suis arrivé au coaching. Donc ça fait un peu plus de 5 ans que je fais du coaching. Et j'ai démarré aussi un parcours de thérapeute, vraiment pour comprendre encore mieux la psychologie, pas que la psychologie des organisations, mais aussi la psychologie des personnes. Donc c'est un Tu as sujet qui raison, me il y a les passionne. 2. Il y a la psychologie des organisations et celle des individus, quoi. Le Oui, c'est collectif ça, et l'individuel. exactement. Et donc c'est ça qui m'a fait. J'ai toujours été intéressé par qu'est-ce qui fait qu'on réussit des projets, qu'est-ce qui fait que les projets sont adoptés, qu'est-ce qui fait que ça marche en fait. Donc c'est une question qui m'a toujours passionné. Derrière ça, il y a une trame. Chez moi, la trame, c'est transmettre. Et c'est aussi transformer. Moi, je suis passionné par les transformations, qu'elles soient humaines, Ouh, il y a un petit voilà, je souci. disais Ouais, humaines, culturelles ou technologiques. très bien. Ben voilà, je vous l'avais dit qu'il était passionné. Allez, on s'attaque à notre sujet du jour. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu juges l'adoption des projets data dans les organisations? On entend souvent dire que c'est un processus qui est long, qui est complexe. Selon toi, qu'est-ce qui rend cette adoption aussi difficile? Bah, il faut savoir que déjà, l'adoption des projets, bon, c'est sûr que ça pourrait être très, très largement amélioré. C'est un peu l'objet, je pense, de ce qui nous passionne. Il y a quand même une statistique qui est assez importante, qui a été éditée par Standish Group, c'est qu'il y Mhm. a un projet sur deux, vraiment même plus d'un projet sur deux en réalité, qui dépasse 2 fois le budget initial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui ont du mal à se réaliser dans ce qu'on appelle qualité coût délai initiaux, et il y a des raisons pour ça.
La première raison, c'est souvent le manque de ressources. Manque de ressources, c'est au sens large. Ça peut très bien être, j'ai pas les bonnes ressources pour faire ce type de projet. La deuxième raison, c'est qu'il y a des attentes qui sont souvent irréalistes dans les projets, donc ça favorise pas forcément l'adoption. Mm. Euh, on parle souvent aussi de sponsoring, ça c'est la troisième raison. On peut manquer très nettement de soutien de sa direction. C'est-à-dire que vraiment l'adoption, ça s'appuie aussi sur ça. Puis la Mhm. dernière raison, bah, c'est que dans un projet, si on a un cahier des charges qui est mal défini ou qui change en permanence, c'est très difficile de faire en sorte à ce que les gens puissent se réapproprier ce projet. Mm, mm. C'est intéressant de reprendre un petit peu ces raisons principales d'échec. Selon toi, c'est quoi les écueils à éviter du fait derrière? Bah, souvent, c'est que un projet data ou un projet digital, les deux, souvent aujourd'hui, sont de plus en plus liés, c'est c'est quelque chose qui est du complexe. Et dans le complexe, parce qu'il y a, comme je disais juste avant en introduction, qu'est-ce qui a fait que les projets réussissent pas? Ça m'a questionné. Bah, on a un facteur qui est l'humain, et dès qu'on a l'humain, on est dans la complexité. Et avoir des réponses simplistes avec la complexité, ça ne fonctionne pas. Et souvent, je l'ai souvent entendu, et oui, oui, il y a juste à faire ça, et puis les gens vont y adhérer, vont y aller tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Il y a aussi un autre écueil, c'est la conduite du changement. La conduite du changement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet, je sais, qui vous passionne chez Datalogy, qui te passionne, et qui a vraiment sa place dans un projet. Et la conduite du changement, ça se fait pas à la fin d'un projet. Ah, ça y est, j'ai tout préparé, tout est prêt, on y va, on lance le projet, je vais prévenir mes utilisateurs. Ça se fait dès le démarrage. Donc ça se fait Mm. avec les utilisateurs. Et puis, moi, l'écueil que j'ai le plus vu, c'est d'être vraiment exclusivement technocentrique. C'est-à-dire ne croire qu'en la data, qu'en l'outil, pardon, et puis de se dire mon outil va résoudre, Il est par tellement exemple. génial, les gens ne vont pouvoir que l'utiliser, en fait. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est oui, avec Power BI, par exemple, on va augmenter l'efficacité opérationnelle, on aura des reportings de grande qualité, ou alors avec un data catalogue, ça y est, la qualité de données, elle est au top, il n'y a plus qu'à suivre ça. Il faut vraiment s'intéresser au cas d'usage, c'est-à-dire comment les personnes travaillent ça, en fait. Ouais, l'outil, ça suffit pas. Non, Alors, donc, chercher des réponses simplistes face à cette complexité, tu as raison, cette notion de l'humain qui est là de toute façon, anticiper cette conduite du changement dès le début, et puis pas tomber. C'est marrant, on dit pour les entrepreneurs, il faut pas être amoureux de son produit, tu sais, il faut pas tomber amoureux juste du produit, oui, faut aller plus loin que ça. oui, c'est Euh, clair. ouais, il y a trois piliers de la transformation data, je crois, pour toi. Oui, il y a 3 piliers. Le premier, c'est un pilier qui est plus, que j'appellerais, que j'ai classifié pour faire simple, business et culturel. C'est-à-dire quel est le contexte, culturel de l'entreprise, quel est aussi le contexte business. C'est un volet qui est extrêmement important, et pour lequel il faut s'adresser différemment aux personnes. C'est-à-dire que un data officer, ou tous ceux qui travaillent dans la data en général, doivent s'intéresser à, bah, quel est, le contexte business, et quels sont en fait vraiment les éléments clés des projets data, sur quels éléments clés le projet data va intervenir en fait. Qu'est-ce qu'on va toucher dans ce volet business et culturel. Le deuxième volet, c'est plutôt un volet qui est technologique. Bah oui, quel est l'écosystème sur lequel on va poser nos données. Parfois, il faut le construire de A à Z. Parfois, il faut embarquer des gestes qui existent dans l'entreprise. Mais il y a vraiment un enjeu à ce qu'il soit adressé en même temps en fait que le volet business et culturel, puisque il impacte le premier. Et puis le dernier, c'est comment on s'organise, c'est le volet organisationnel, c'est comment on s'organise pour activer son projet data, comment on va s'organiser pour poser les socles techniques, comment on va s'organiser pour former son métier, quelle vision on va apporter à son métier, et quel impact business on va avoir, c'est-à-dire créer un projet qui a vraiment une valeur ajoutée. Mm, mm, Ça, mm. c'est extrêmement important. Euh, Tous les projets data sont là pour cranter la valeur, sont pas là pour la réduire ou Mm. pour être C'est mieux. juste autour de la technologie. Très bien. Ça, c'était les trois piliers de la transformation data.
Quelle stratégie pour notre Chief Data Officer pour réussir à essayer d'optimiser l'adoption alors, selon Bah, toi? pour moi, ça commence clairement par la vision. C'est-à-dire que le Chief Data Officer, il ait une adoption réussie, il doit être porteur vraiment d'une vision, mais vraiment forte à laquelle il croit beaucoup parce que la vision, c'est porteur de sens. En psychologie, la vision, c'est pas le plus haut, parce que c'est l'identité qui est le plus haut, mais la vision, c'est vraiment c'est ce qui guide les personnes et c'est ce qui donne du sens à beaucoup de choses. Par exemple, bah, je rêve que demain, tous mes collaborateurs soient data augmented et que grâce à ça, ils puissent créer de nouveaux services, rendre un meilleur service aux clients. Donc il y a vraiment cette notion de Faut commencer je, la phrase par je rêve que moi, demain? j'aime bien commencer la phrase par «je rêve que» dans les ateliers que je propose et pourquoi? Parce que le rêve, c'est un peu impalpable. C'est différent, le rêve, c'est, la vision, quelque chose d'impalpable. Mmh mh. L'ambition, c'est plutôt assez clair, être numéro un, je sais pas, sur la data, voilà, Oui, c'est assez plus objectivable. La tangible. vision, Mmh. voilà, c'est assez, l'idée, c'est de faire rêver les gens. C'est pas les faire rêver sur n'importe quoi, hein, c'est faire rêver sur quelque chose qui parle au contexte de l'entreprise, qui parle au contexte d'une équipe, d'un data officer et heu et je voudrais juste peut-être donner une petite anecdote là-dessus, si tu me permets, si vous me permettez. On te permet, C on te permet. je me suis occupé d'une équipe, data product, chez Edenred et quand j'avais questionné, c'est quoi la vision de cette équipe? Bah, j'ai pas eu de vraie réponse et donc je me suis dit: «Ce serait intéressant qu'on fasse un atelier vision» et l'équipe était plutôt demandeuse, en fait et on a fait un superbe atelier vision, pendant 2 heures environ, 2 heures et des poussières et j'ai vu une équipe qui s'est tellement réappropriée la vision qu'elle avait, qu'elle l'a écrite et qu'elle l'a affichée, en fait, dans son open space et ça a changé beaucoup le sens qui était derrière chaque data product. Ce data product, il sert cette vision. Cette vision, elle est, ce futur-là et nous, on participe à ça. On est une équipe, on est une data tribe, on est une tribe parmi d'autres, mais on participe à ce projet-là et on sait qu'on va apporter ça Ça et crée c'est un assez sentiment spectaculaire, la vision. d'appartenance et comme tu dis, une contribution, le sentiment d'une contribution, à quelque chose qui est un peu plus haut, quoi. Ouais, contribution, c'est vraiment le mot, qui on contribue, ça a du sens, ce qu'on fait et parfois même quand on débug, ça a du sens, même quand on discute avec, un métier sur telle ou telle chose, oui, ça a du sens. On sait donner Parce du que c'est au sens à des choses. service. Très bien et pour ça, il y a des étapes clés? Oui, oui, bah, la première, c'est celle que je viens de donner, hein, c'est, Ouais. définir la vision. Ensuite, la vision, elle peut se décliner, en mission, en objectif. On peut ajouter l'ambition entre les 2 si on veut aller très loin. Mais déjà, avoir une vision, ça permet de décliner beaucoup plus facilement des objectifs et puis, une adoption, ça peut pas se faire sans qu'on mesure des choses. Donc on va mesurer, tous les indicateurs de succès qui vont faire que on va dire, cette vision, elle sera voilà, elle sera apportée à ceux avec qui on travaille et ça peut être, je sais pas, le taux d'adoption des projets data, ça peut être le taux d'utilisation de Power BI au prochain trimestre, ça peut être, le nombre d'ateliers de sensibilisation, enfin des choses qui sont objectivables. Ensuite, en termes d'étapes clés, je dirais que c'est important de former et de sensibiliser. J'expliquerai peut-être, tu vas me Mmh. questionner peut-être un peu plus tard sur ça. Comment tu le sais? Voilà, mais c'est essentiel de former et de sensibiliser. Sensibiliser, c'est aussi, apporter le sens qui est vraiment Mmh. nécessaire dans chaque projet. C'est bon Donc ça, sensibiliser, tu as raison, il y a la notion de sens dans sensibiliser. ouais, ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup, ce mot. En anglais, ça le rend pas awareness, ça rend pas, Non. Mmh. la beauté du mot en français. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Voilà. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Après, j'aurais pu dire qu'en écueil, il y en a d'autres, c'est de lancer des trop gros projets trop vite. Là, il faut vraiment cibler les projets qui sont à forte valeur ajoutée. Donc parfois, ça peut être très simple, ça peut être de classer ces projets avec un cadran. Quels sont les projets impact? Quels sont ceux qu'on peut délivrer dans un temps raisonnable et à un coût raisonnable? Une fois qu'on a voilà, cette partie du cadran qui va bien, on lance des projets, mais qui sont basés vraiment sur les cas d'usage, pas sur la technologie. Alors s'il y a un socle technologique à mettre en 1er, OK. Néanmoins, il doit servir, il doit soutenir, Mmh mh. je sais pas, un métier qui a besoin
de scanner en termes d'OCR très rapidement ces documents. Ça, c'est un exemple. Ok. Et puis après, il faut faire un gros focus sur la culture data. Ça peut se faire un petit peu au moment de la sensibilisation, mais ouais, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fort. La culture data, c'est un vrai sujet et elle doit être au service des métiers. C'est-à-dire que les métiers, l'idée, c'est qu'ils adoptent une culture data qui leur permette vraiment de mieux travailler. C'est vraiment dans ce sens-là, en fait. D'accord, très bien. Puis après, il en reste peut-être un ou deux. L'autre, ce serait vraiment de mettre en place une gouvernance, parce que pour travailler avec ça, il faut vraiment qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait un rythme Mm. dans ce qu'on fait. Et puis, la gouvernance, elle va servir aussi à vérifier qu'on est sur la bonne piste, qu'on suit les bons indicateurs, qu'on tient les bons objectifs, qu'on a les bonnes personnes pour mettre en place la culture data, qu'on a un bon pilotage des projets, et puis qu'on est en capacité régulièrement de former, et puis d'informer aussi les autres data officers qui existent dans le groupe, ou alors d'informer son DSI ou sa direction. Très Tout bien. ça, ça fonctionne que si on reste euh, dans l'amélioration continue. Moi, j'ai un gros bagage agile et lean, et je crois que euh, l'amélioration continue, c'est tout le temps. Ça, Mm. c'est un peu comme ce que j'ai dit avant. C'est pas au dernier moment qu'on met, qu'on vérifie si le projet fonctionne ou pas, qu'on fait la conduite du changement. L'amélioration continue, c'est je suis mes indicateurs, je vérifie et je corrige si nécessaire tout ce que j'ai mis avant. Dis-moi, dans tout ce process, il y a souvent un sentiment des fois de frustration Mm. des chief data officers sur le fait que bah, ça va pas assez vite, les gens s'approprient pas les choses assez vite, enfin, il y a et puis des attentes. Comment on gère ce sujet du temps dans la transformation pour toi? Bah, le temps, en fait, c'est un élément important dans la transformation. Euh, Néanmoins, on- je reprendrai les principes de systémie, on va apporter quelque chose de nouveau dans un système. Et plus on pousse le système, plus on va vite, plus les systèmes résistent. Donc, en fait, il faut vraiment, je- ça a l'air comme ça basique, hein, mais le système va résister pour rétablir l'équilibre. Parce qu'on le pousse Mm, trop d'un côté, bon, forcément, il va avoir tendance à se rééquilibrer. Si par exemple, on veut, ce qui est arrivé aussi avec je faisais partie de certains clubs de data officers, on pouvait voir que les organisations qui allaient trop vite, notamment dans l'implémentation d'une plateforme data, sans forcément expliquer, sans forcément appliquer, sans forcément former, ben voilà, la résistance, elle était accrue. Les gens continuaient de travailler comme ils faisaient avant. Les erreurs arrivaient très fréquemment. On faisait des duplications, on ne faisait pas ce qu'il fallait. Et globalement, bah, l'efficacité était plutôt en berne à ce moment-là. C'est-à-dire que ça c'était pas adopté comme les gens le voulaient. Et ça, c'est souvent ce qu'on rencontre, c'est que quand on pousse trop fort un système, bah, il renvoie autant de force dans l'autre sens. Donc c'est Ça, pour c'est ça bon à que, avoir en tête, ça, dès le ouais, départ. c'est pour ça qu'il prendre son temps, ça veut dire aussi ménager la patience du management, Ça, évidemment. c'est Ça, c'est autre pas défi. facile à justifier. C'est pour ça que avoir une politique des petits pas, comme je l'expliquais peut-être juste avant, c'est-à-dire de prendre des projets qui sont, qui peuvent aller vite et qui donnent déjà des résultats, qui donnent de la valeur, ça peut aussi calmer cette impatience du management à voir une transformation se faire en à peine 6 mois, ce qui est pas possible. Mm, mm. Pour toi, quelles sont les clés du succès pour l'adoption? Ça tient à quoi, le Bah, succès ça d'une tient à adoption? la matière première qu'on a. En réalité, c'est pas la technologie, c'est vraiment, ce sont les êtres humains, Mm. heu et pas au sens, ressources, vraiment au sens personne, au sens individu. Donc c'est de vraiment de comprendre les personnes, c'est de se mettre, à côté des personnes, c'est de discuter avec les personnes, c'est, heu, vraiment essayer de comprendre leur quotidien. Alors je sais que c'est pas facile, parfois on est data officer, on n'a pas le temps de faire tout ça. Et on se dit que Mmh, ça va prendre du temps surtout, hein. on se dit que ça va prendre du temps, mais ça en fait gagner Mm. énormément en réalité, parce que voilà, il se dit beaucoup de choses. Il se dit aussi les peurs du changement.
Les gens expriment facilement leurs peurs, surtout si on sait les questionner. Donc, l'idée, Et c'est la d'accueillir, verbaliser, c'est déjà un petit pas pour la dépasser. voilà, verbaliser, conscientiser qu'elle Mm, existe et se dire, OK, elle existe, cette peur. Donc, parfois, c'est pas facile à faire et accueillir la peur, ça demande quand même des qualités, puis de soi-même d'être à l'écoute. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut savoir que bah, une adoption, OK, c'est chouette, ça, c'est le travail du Chief Data Officer. Mais le métier, lui, il a déjà un métier. Voilà, mm, là, j'enfonce une porte ouverte, mais il est déjà occupé à un très haut niveau. Donc quand on lui rajoute voilà, tu dois être data steward, tu dois améliorer la qualité, toi, tu vas devenir data owner, en plus déjà de tout ton travail. Bah, je suis désolé, en général, ils disent: «Oui, j'ai pas trop le temps de suivre tes indicateurs, j'ai pas trop le temps de suivre les directives que tu me mm. donnes et je vais plutôt me concentrer sur mon travail». Donc ce qui fait que, bah, l'adoption, franchement, elle recule d'un sacré pas. Donc c'est très important si on demande un indicateur supplémentaire à quelqu'un, c'est vraiment d'avoir cette capacité à éviter d'ajouter trop de travail ou alors de remplacer certaines pratiques par d'autres pour que le métier soit facilement impliqué, c'est-à-dire que ce soit gagnant-gagnant. Mm, mm, mm. Ça, c'est pas facile à entendre auprès de certains directeurs. On voudrait rajouter plein de choses, on le fait tout le temps et on aime bien ça, surtout en France. Mais voilà, la réalité, c'est que plus on rajoute de travail aux personnes, moins elles le font, Mm, elles mm. sont impliquées dans ce qu'elles vraiment dans ce que vous attendez d'elles, en fait. Et donc je le redis encore une fois, vraiment un des clés de succès, c'est de, privilégier, vraiment les petits pas. Les petits pas ou les baby steps, c'est plutôt de l'agilité. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup étudié, les approches de Toyota et j'ai eu l'occasion de rencontrer, des dirigeants de Toyota vraiment, par hasard et qui en plus, m'ont fait l'honneur d'être à leur côté pendant toute une journée, ce qui est assez rare d'être auprès Excellent. de certains grands dirigeants comme ça et de dire: «Ah, c'est intéressant, ce que vous me dites, ce serait bien qu'on en partage un peu plus» et puis d'apprendre beaucoup d'eux et hem et le Qu'est-ce que tu en as kaizen, appris? Ouais, voilà, qu'est-ce que tu le en retiens? kaizen, c'est ce qu'on appelle, le meilleur changement en japonais et le meilleur changement, si je pouvais faire un dessin comme ça, je vais le faire avec mes mains, je Ah, parle vas-y, beaucoup avec les vas-y. mains. Ce serait de dire, voilà, vous avez une zone d'effort, une zone un peu neutre au milieu et puis une zone de confort. L'idée, c'est, un projet qui fonctionne bien, c'est un projet qui va, vraiment dans cette zone, au milieu, qui est une Entre zone les un deux. peu neutre d'effort. C'est entre l'effort et le confort. Ça peut être, par exemple, 5 minutes, vous publiez, je sais pas, une sensibilisation, 5 minutes sur la data ce matin. 5 minutes, ça va très vite à regarder, ça peut être fun et ça fait déjà le travail qui est attendu et on peut faire la même chose avec des projets. On peut commencer un projet, on va pas faire 12 sprints, mais on dit: Mm, mm. «Voilà, à minima, ce projet, c'est 3 sprints» et puis on verra après ce que ça donne. C'est comme ça que nous, on a fait, chez Engie ou même ailleurs et ça vraiment, il y a eu d'excellents résultats avec cette approche. C'est une approche Intér- qui fonctionne aussi chez d'autres clients, qui fonctionne vraiment très bien chez d'autres clients. C'était intéressant avec l'histoire des 3 zones parce que moi, tu vois, je me suis questionnée à quel endroit c'était le meilleur. Enfin, je me suis demandé quelle allait être la bonne réponse parce que je trouve que il n'y a pas il y a pas d'évidence. On aurait pu se dire aussi il faut que ça reste dans la zone de confort. Enfin, tu vois, mais comme tu dis, ok, entre deux, très bien. C'est entre 2, c'est une zone de neutralité, comme le disent les Japonais, de neutralité, de résistance au changement. Ouais, neutralité de résistance au changement. Top, Ouais, on garde. ouais. Merci. Alors, si on essayait d'imaginer le Graal, maintenant, je te propose, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une adoption réussie pour un projet data? Parce que peut-être que si après on essaie de décortiquer en sens inverse, ça va nous donner des clés intéressantes. À quel moment est-ce qu'on peut dire que les collaborateurs se sont appropriés les nouveaux outils et comment on le mesure? Ouais, ce sont vraiment des questions, très, très intéressantes. En fait, on je vais commencer par on ne change que ce qu'on observe. Plus précisément, on Mhm. change que ce qu'on est en capacité de mesurer, que ce soit qualitativement ou, quantitativement. Quand je dis qualitativement, ça veut dire en termes de comportement.
Mhm. Donc c'est très important, je pourrais rajouter dans la phase d'avant, sur l'adoption des projets, de valoriser aussi, les bons comportements, de se concentrer dessus et de les mettre en valeur. Donc vraiment, hem, mesurer, c'est vraiment la base. Alors Ok. mesurer, ça peut en casser la tête de beaucoup de monde, mais c'est nécessaire pour, voilà, pour aller un peu plus loin. Donc effectivement, il faut savoir étudier un process. Quand on dit mesurer, bah, je donne l'exemple, nous on avait travaillé avec des juristes qui mettaient entre 5 et 7 jours pour créer un NDA, un accord de secret. Pour eux, c'était trop long et on a décomposé un petit peu tout ça. Donc l'idée, c'est, je donne un exemple, c'est de dire: «Je veux réduire ce temps par 2». Donc ça donne Mhm. déjà un indicateur de comment on pourrait, réussir le projet data avec eux. Après, dans une quelque chose de plus large, dans un data office, c'est, extrêmement important de s'appuyer sur, des mesures. Par exemple, ça peut être le taux d'adoption d'un reporting, ça peut être hem, réduire un temps de traitement, ça peut être, mettre à disposition, plus rapidement, heu, certaines données, sur un hub data, par exemple. Ça peut être tout ce type de choses, qui permettent en fait de savoir où on veut aller. Vraiment d'avoir un indicateur qui permet de se dire: «Tiens, je vais dans cette direction, est-ce que je m'en rapproche ou est-ce que je m'en rapproche pas?» Ce qui peut être puissant après une vision, après avoir travaillé sur une vision, c'est de mettre en place des OKR. OKR, c'est un outil que j'aime beaucoup, que j'ai très, très souvent utilisé, dans quasiment partout où je suis passé, et l'avantage qu'il y a, c'est que les OKR permettent de vraiment d'objectiver, Mhm. cet indicateur et d'avoir toutes les actions qui vont derrière. Quand on crée une campagne, par exemple, de sensibilisation à la data, ça peut très bien faire l'objet d'un OKR, et d'avoir vraiment derrière, tout le plan d'action qui va bien, puis de le suivre régulièrement pour, savoir si on est sur la bonne piste. Ce que je Après, trouve aussi intéressant dans ton objectif, là, comme tu dis, par exemple, on veut baisser le temps de la création d'un NDA, ce genre de choses, c'est que moi, je veux, et qu'on a un chiffre derrière, toi, c'est intéressant parce que tu le vois euh, comme étoile qui permet ouais, voilà, de garder le cap et d'avoir l'objectif. Mais moi, mmh, avec mon approche marketing, je le vois aussi tout de suite en aval, comment ça va être un super argument pour faciliter l'adoption aussi. Parce que parce que tu t'appuies sur quelque chose de tangible et tu as une promesse précise à la personne qui va l'adopter par la suite. Donc c'est intéressant des deux côtés, à la fois comme cap à donner et puis en même temps comme outil marketing pour embarquer derrière. oui, c'est vraiment, ça mobilise toute une équipe puisque c'est partagé au sens équipe, et ça me et le métier fait un peu partie de l'équipe aussi quand on a vraiment l'approche dont j'ai parlé, c'est-à-dire vraiment une approche cas d'usage centrée sur les utilisateurs. Bah, ça, c'est extrêmement important. On partage le même indicateur et on va tous faire en sorte, d'y aller. Mm, mm. C'est extrêmement mobilisateur et il y a pas besoin de courir après les gens en général, une fois que cet indicateur est mis en avant, que tout le monde est plus ou moins d'accord, là-dessus. En général, les gens y vont d'eux-mêmes. C'est-à-dire que même si vous suivez pas les OKR, ça reste dans la tête des gens, Mm, mm. et ça, c'est assez puissant. J'ai vraiment remarqué ça. Après les OKR, les indicateurs, c'est, très bien à un moment donné, mais c'est pas quelque chose qu'il faut maintenir, tout le temps dans le temps, heu, pour, une fois qu'il a rendu le service, bah, il faut passer à un autre indicateur. C'est ça que je Mm, voulais mm. dire, c'est que les indicateurs pour moi sont aussi jetables. Alors il y en a qui vont toujours être bons. Si je prends, les RH, pour certains indicateurs, ceux-là vont pas bouger et ça va être, une façon de piloter l'entreprise. Quand on parle d'adoption data, c'est un peu différent. Une fois que tout le monde a utilisé Power BI, bah, il faut trouver un autre indicateur. Mm, Ça mm. peut être, créer eux-mêmes des reporting. Combien de reporting on aimerait que les personnes créent, par trimestre? Hein, ça c'est un exemple Oui, il ne faut pas le pour, sacraliser plus que ça. Il ne faut pas que ça devienne une fin en soi. C'est pas le KPI pour le KPI. C'est ça que tu veux exactement. dire? Ouais, Très bien. ouais. Ce qui est aussi important, on en avait parlé et je sais que ça t'avait intéressé, c'était, aussi mesurer le gap qui existe, cette notion de gap analysis, qui existe entre, la situation d'aujourd'hui et la situation qu'on aimerait Combiner. voir dans le temps. Ça peut très bien arriver par des directives, par exemple, chez Engie, on avait des directives, autour de la data, et de se dire: «OK, moi dans ma direction, on en est là, le groupe attend ça,
OK, je vais analyser, vraiment tout ce qui fait la différence, potentiellement réfléchir à comment je peux grimper, je sais pas, de 20 par, trimestre, 50 par trimestre, et ça permet d'avoir vraiment tout de suite un plan d'action, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire, d'avoir d'autres, approches, et ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit avant. Et cette approche gap analysis, je me souviens l'avoir partagée, et je sais que d'autres data officers avaient trouvé que c'était Ça une résonne façon de faire, bien. voilà, beaucoup plus simple, et que ça avait vraiment incité les gens à se dire, plutôt que de dire: «Ouais, comment je vais faire? J'ai 40 directives, je vais pas m'en sortir». Le gap analysis, ça permet de se dire: «OK, moi je peux faire le focus là-dessus, j'ai le budget pour faire ça, j'ai l'équipe pour faire ça», et puis Définir les après, petits crans, en fait, aussi pour, atteindre l'objectif final. exactement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'aimais bien cette, cette approche. Ouais, On partage la petite arrière-boutique de notre, préparation, parce que non, tout n'est pas totalement spontané et ouais. on prépare, on réfléchit, on pose pour essayer que ça soit le plus utile pour les gens qui nous suivent. Mmh. Dis-moi, c'est quoi tes grandes convictions en matière d'adoption des projets data? Est-ce que c'est avant tout une question de méthode, de profil d'utilisateur ou bien de type d'organisation? Qu'est-ce que tu as pu voir pour l'instant? Bah, en fait, mes grandes convictions sur les projets data, c'est vraiment l'importance de l'adhésion, en fait, vraiment Mmh. d'embarquer les gens dans une vision. Ça, c'est ma grande conviction, c'est ma conviction première, c'est on a un rêve et tout le monde est aligné à ce rêve. Alors quand je dis tout le monde, je sais peut-être que certains vont sauter au plafond en disant: «Ouais, c'est pas possible». OK, peut-être. Mais au moins une majorité des gens qui adhèrent à vraiment cette, vision. C'est, dans, je sais pas, dans quelques années, on est une entreprise data driven et on a un service, à nos clients qui est de très haut niveau, et à grande valeur ajoutée, ou alors on a créé des nouveaux produits grâce à ça. Ce qui est Ça, intéressant, c'est c'est que tu différencies ce rêve du pourquoi. Parce que souvent on dit c'est le fameux why, hein, mais pour ouais, toi le why c'est qu'un cran, c'est pas la vision, c'est pas la vision elle est c'est pas juste le why quoi, c'est l'étape d'après, non? ouais, le why, il est très intéressant. Le pourquoi, il est très intéressant parce qu'il faut quand même un pourquoi fort. Le pourquoi fort, c'est pour quelle raison on va faire ça? Mmh mh. Alors que le rêve, lui, il a quelque chose de quasiment existentialiste, en fait. Il permet de créer du sens. Ça, c'est mon côté, coaching, Mmh. existentialiste, et donner du sens, on peut interroger, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les données RH. Ce qui remonte très souvent dans la plupart des sujets, c'est, bah, mon manager, voilà, il s'est pas donné de sens, ou alors Mmh. ce que je fais Mmh. n'a pas de sens. La vision permet d'apporter du sens. La Mmh mh. vision, quand un data officer l'incarne, ça apporte quelque chose. Alors je dis data officer, mais ça pourrait être, j'ai aussi, coaché des dirigeants. À partir du Ouais. moment où ils se sont réappropriés, vraiment la vision et le sens, c'est les entreprises se sont transformées. Je me souviens d'un dirigeant que j'ai accompagné qui pataugeait dans son entreprise, qui était une centaine de salariés, qui avait du mal lui-même à vraiment à s'exprimer, à donner du sens dans ce qu'il faisait. Au bout de 15 minutes, plus personne l'écoutait quand il parlait, donc ça le mettait encore plus dans le contrôle, donc il proposait encore plus de solutions parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Et il s'est dit: «Ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui va pas». Quand on a retravaillé ça, ça a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'entreprise fait plus de 1000 personnes, et c'est une personne qui, Qui quand se on fait l'entend faire plaisir un en plus, discours, j'imagine? voilà, Ouais. on est dans autre chose, et c'est Ce assez ce que incroyable. ce que je trouve très intéressant, c'est que cette approche de vision, on s'imagine souvent plutôt que c'est le CEO qui doit l'avoir. C'est le tu vois, c'est le dirigeant, pas forcément le Chief Data Officer et je trouve que le fait que tu remettes cette vision au niveau du Chief Data Officer, elle est super intéressante parce que ça montre déjà, l'importance de ce rôle dans l'organisation, son côté transformant, profondément et pas juste, une fonction support, quoi. Là, on dépasse cette approche-là et je trouve que ça, c'est quand même intéressant de voir que c'est pas Oui, c'est une on dépasse cette vision parce qu'il y a, la data, elle touche quasiment tous les domaines transverse. aujourd'hui. Voilà, elle Mmh. est totalement transverse. Donc c'est pour ça que mon autre conviction, c'est que c'est une transformation, comme je l'ai déjà dit, à plusieurs niveaux. Donc il y a une transformation, du business, il y a une transformation culturelle, organisationnelle, donc il faut vraiment avoir les capacités de faire fonctionner un data office, vers ça, en fait. Donc il faut réfléchir à quelle gouvernance, sur quoi on met la priorité, heu, qu'est-ce qu'on respecte aussi en termes de standards pour que ça fonctionne bien. Tout ça, ce sont des socles techniques qui sont
essentiel, mais si on Mmh. ne sait pas donner de la vision à ça, bah, on va enchaîner des projets, on va avoir des réussites, peut-être, tant mieux. Et parfois, on va avoir des choses qu'on ne comprend pas, qui ne fonctionnent pas, et on ne saura pas dire pourquoi. Donc c'est pour ça que ma conviction, c'est que ça part quand même de la vision. C'est qu'est-ce qu'on veut dans le futur. Je parlais de Toyota, même dans une grande boîte comme ça, l'ingénieur en chef, il y a un avec qui j'avais échangé, il me disait, quand je lui demandais comment on réussissait un projet d'une telle ampleur, sortir une voiture qui va être vendue à plus de 10 millions d'exemplaires, il me disait, le plus important pour moi, c'est de réadopter la vision du board, de la transmettre à vraiment un mis ingénieur qui travaille avec moi pendant 4 ans. Il dit: «Je serai pas meilleur qu'eux». Certains sont vraiment des sommités dans leur domaine. Mon travail, c'est de faire en sorte à ce qu'ils, tout doucement, on puisse tous ensemble atteindre cette vision. Je pense que quand il m'a partagé ça, S'imprègne de cette voilà, vision, il m'a ça fait ouais. vraiment un très beau cadeau et heu et vraiment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la vision. Il y a pas que ça, mais c'est vraiment, C'est plus clé. facile de donner du sens quand on a une vision. Très bien. M Voilà, mon autre, conviction, c'est que, l'adoption, bah, c'est un processus, continu, en fait. Mmh mh. C'est pas juste, quelque chose qu'on délègue à des consultants en marketing, c'est vraiment quelque chose qui doit s'imprégner dans la totalité de l'équipe. Très bien. Justement, si on parlait un petit peu de cet, accompagnement du changement, Mmh. concrètement, comment est-ce qu'on peut amener les collaborateurs à s'approprier ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes? Pour toi, c'est quoi les leviers qu'il faut actionner pour, réussir ce processus d'adoption? Ça se joue où? Ah, bah, ça se joue, encore sur, l'humain. On y revient, Encore? encore et toujours. De toute façon, on Encore et travaille toujours. qu'avec, voilà, la matière première, c'est vraiment dans ce métier-là, c'est quand même, les humains. Bah, souvent, en fait, dans les entreprises, le changement, c'est synonyme de, ben, on veut d'abord que les gens changent. Ça, c'est déjà un premier truc et souvent, bah, les gens se braquent. Tu as une super Heu, citation pour ça, vous allez tous la ouais, noter, vous allez voir. Vas-y, c'est rac une citation de David de Copperrider qui a créé, l'appreciative inquiry, donc il y a une façon, très appréciative positive, on va dire, de considérer le changement dans les équipes. Il dit que les gens ne sont pas, résistants au changement, ils sont juste résistants au fait d'être changés et c'est ça, bon ça, c'est, hein. Ça, c'est une super citation. voilà et c'est très, très vrai. Je l'ai Ouais. vu, enfin, j'ai plus de 25 ans de carrière, je l'ai vu, pendant plus de 25 ans, donc souvent on veut que les gens changent, on veut changer leur comportement, plus que leur comportement, on veut vraiment que les gens, je sais pas, soient du jour au lendemain, des experts de la data alors que, bah, ils étaient, je sais pas, par exemple contrôleurs de gestion. Donc Mmh ça se mh. fait pas comme ça et Et leur mmh, dire qu'il faut changer, c'est à la limite, anti-efficace quoi. C'est pas oui, l'argument de: «Il faut changer». ça va générer des peurs en fait Ouais. et on va considérer que ces peurs sont des résistances au changement. Voilà, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout le cas, il faut accueillir ces peurs et c'est vraiment, dans ce moment-là qu'on peut, vraiment, faire en sorte à ce qu'il se passe des choses en fait. Ça, c'est super intéressant, ce côté accueillir la peur. C'est vrai que c'est même quand on accompagne le changement, on n'a pas toujours très, très envie d'entendre la peur de celui Ouais, en face qui a pas envie de bouger parce que ça nous montre que ça va être compliqué la mission à faire et qu'au contraire, se dire que le fait de les faire verbaliser cette peur, c'est déjà un moyen quelque part, ce qu'on disait de un petit peu de la dépasser, de la conscientiser comme disait et du fait d'y trouver des solutions. Il faut accepter de passer par cette étape-là. Alors justement, ouais. comment est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que tu as un peu une méthode à nous proposer? Oui, alors souvent moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des ateliers qui étaient plutôt, proches de la gamification. Dans ces ateliers, Heu, dès le départ, par exemple, quand j'ai fait mes premiers ateliers, sur l'intelligence artificielle, c'était en 2019, avec des métiers, bah, l'intelligence artificielle, en 2019, ça faisait très peur. Je vais perdre mon travail, souvent c'est Aujourd'hui je vais encore, être hein, c'est pas mal. remplacé. Encore aujourd'hui, c'est vrai, mais déjà en 2019, ça introduisait ça et je me suis rendu compte parce qu'au départ, c'était pas vers ça que je voulais aller, c'est que, bah, il fallait quand même passer un tout petit peu de temps sur cette notion de peur. Au bout du deuxième atelier, je me suis dit: il y a quand même un truc, il faut vraiment qu'on travaille, sur, cette partie-là»
Donc, j'ai beaucoup cherché comment on pouvait actionner ce changement. Et c'est le coaching qui m'a apporté une solution avec une très très vieille étude qui s'appelle Vroom, qui, euh, qui est une notion de motivation. Donc, il y a trois questions que se posent les gens quand il s'agit, enfin, quand il y a un changement qui peut leur arriver en pleine figure. C'est est-ce que je peux le faire, ce changement, enfin, ce Le qu'on me demande. pouvoir, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle expectation. L'autre, c'est est-ce que ça va fonctionner? Donc, quelque part, est-ce qu'il y aura une récompense si je m'implique dans cette partie-là au bout? Ça peut être une récompense vraiment au sens large, hein. Mm. Euh, et puis, est-ce que moi-même, ça m'intéresse? Est-ce que en vaut la peine? Est-ce que ça me parle quelque part? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et si on a trois oui, ben, les gens y vont vers ce changement. Si on a un seul non, ben, on est à peu près sûr que les gens n'iront pas vers ce changement. Donc souvent, après, c'est les ateliers que j'avais créés avec mon équipe. On a vraiment fait attention à ça. On a vraiment fait attention à ce que on a vraiment répondu à toutes ces questions. Ça répond aux trois. Donc, Voilà, puis-je le par exemple, faire? c'est Est-ce- est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, Très par bien. exemple, je peux traduire est-ce que je peux le faire par ben, la réponse qui est en face, c'est apporter de la formation, par exemple. Mm, mm. Expliquer que les personnes seront capables de le faire, seront capables d'utiliser, Elles vont être accompagnées, elles y vont qu'elles pas vont toutes être seules. accompagnées. Voilà, ça c'est un exemple. On peut travailler en fonction du contexte Bien sûr. à ces trois choses-là. Mais je sais que je suis un peu, voilà, je suis convaincu depuis des années que ce modèle-là, il continue de fonctionner. La théorie de De, Vroom. ouais, l'étude, c'est une théorie autour de la motivation. Elle date de 1954 et elle est toujours valable. L'être humain, la motivation de l'être humain fonctionne toujours de la même manière. Ok. Ouais, Je crois que tu aimes bien aussi l'approche ADKAR. ouais. C'est une approche que j'ai découvert il y a quelques années que je trouve extrêmement puissante. D'abord, elle est facile à comprendre. Je vais l'expliquer un Tant petit mieux. peu après si j'ai encore un peu de temps. Et oui, Elle est facile à comprendre pour les leaders, pour l'équipe. Elle a l'avantage d'éviter de courir après des outils, parce qu'on aime bien courir après les outils. Plus on fait l'acquisition d'outils, mieux on se sent. Mais souvent, c'est pas la bonne réponse. Et elle est compatible avec n'importe quel type de project management, Agile ou Waterfall. Elle facilite l'alignement de tous les calendriers. Aligner les calendriers, c'est très très compliqué, surtout les calendriers avec des objectifs ou, comme je le disais, avec des OKR juste avant. ouais. Et puis, comme il y a un sentiment de changement qui est partagé au sein de l'équipe, bah, elle est facile à actionner dans les équipes. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. ADKAR, c'est awareness, donc la prise de conscience. Donc l'idée, c'est de sensibiliser à la nécessité du changement. Donner Donc, du sens, voilà, c'est donner sensibiliser. du Ouais. sens à ce changement, mais être conscient aussi qu'il est nécessaire, par exemple, qu'il est nécessaire aujourd'hui d'utiliser toutes ces données pour Qu'il y a une vraiment créer, urgence, que. voilà, créer un nouveau produit, mieux connaître les comportements de ses clients. Donc aujourd'hui, on sait que c'est nécessaire. Donc le awareness, il est là. C'est tout un volet qui va permettre d'arriver à ça. Le D, c'est desire, c'est créer ce désir, c'est éveiller le désir que le changement il est nécessaire voilà, qui va arriver, que c'est intéressant d'y aller. Je parlais beaucoup de formation. Bah, le K pour knowledge, il est là pour que les gens acquièrent les connaissances nécessaires pour aller vers ce changement. Le A, c'est pour ability, donc la capacité. Donc il faut développer des compétences, donc mettre en place tout un programme de développement des compétences, que les personnes puissent mettre en œuvre ce changement. Donc ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, une formation au data catalogue, par exemple. Mhm. Et le R, c'est pour reinforcement. L'idée, c'est de pérenniser, mais surtout aussi de valoriser les bonnes pratiques. Donc ça fonctionne encore aussi avec des indicateurs. Moi, je pense que être car sans indicateur, ça Mm. a peu d'intérêt. Mais l'idée, c'est d'avoir des indicateurs. Par exemple, quand on dit valoriser les nouvelles pratiques, ben oui, on est super content. 85% des personnes ont adapté le data catalogue depuis son lancement. Et on va continuer à aller chercher les 15% qui restent. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Ça pose un vrai cadre. Et le cadre,
faut savoir que le cadre, c'est quelque chose, moi, il y a quelques années, je voyais ça comme d'assez contraignant. Aujourd'hui, surtout avec l'approche du coaching, je vois ça comme très structurant Ouais, et il est la base de la sécurité psychologique. Toutes les formations de Google euh, travaillent dès le départ sur cette sécurité psychologique. Quand vous êtes un nouveau manager chez Google, j'ai eu accès à leur formation. Ça pose tout de suite la base, c'est le cadre, il est nécessaire parce qu'il instaure la sécurité psychologique. Donc c'est ça qu'on fait avec ADCAR. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche, elle a fonctionné partout où j'ai été. Euh, il y a peut-être, je ne sais pas s'ils sont parmi nous, mais certains de mes anciens collègues qui l'utilisent encore. Et, euh, et elle a vraiment, j'en avais parlé dans des clubs utilisateurs avec Microsoft. Beaucoup d'autres entreprises avec lesquelles je partageais ont adopté aussi ADCAR pour réussir leur projet. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est aussi Cotter, mais elle est voilà, un peu plus longue à mettre en œuvre. Ce que j'aime beaucoup dans Cotter, c'est vraiment cette notion de créer un sentiment d'urgence pour lancer le changement. On pourrait, euh, qu'on pourrait très bien oui. mettre dans ADCAR. Très bien, super. Dis-nous, il y a une personne qui nous suit qui dit, est-ce que tu as déjà, tu nous disais, tu l'as appliqué cette méthode Vroom, tu as un petit Oui, Rex, toi, tu sais que ça marche, tu l'as testé celle-là. oui, C'est les Vroom, ateliers dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est ouais, ça? ouais. Vroom, je l'ai Euh, testé, je la Testé, teste approuvé. quasiment tout le temps, ouais. Mm. Très bien, super. Top. J'adore cette histoire de sécurité psychologique aussi. C'est hyper, hyper intéressant à avoir en tête. J'adore parce qu'en fait, je trouve que ta casquette coach, elle apporte beaucoup. Je suis sûre que vous, là, qui nous suivez aussi, ça donne une profondeur, un angle de vue un peu différent qui est. Et puis, sans oublier que tu as une vraie expertise tech aussi à la base. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as Ouais, vraiment les deux côtés, hein. je reste passionné par la tech, hein. Je suis un Avoir passionné les de mains tech, ouais. dedans, ça te plaît Ouais. aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé, moi j'ai 50 ans maintenant. J'ai commencé l'informatique, j'avais 9 ans, et c'est avec le premier ordinateur qui arrivait dans une école en France. Mm, mm. Et j'ai trouvé ça tellement magique que je m'en souviens encore maintenant. J'ai commencé à programmer, alors je ne savais même pas comment ça marchait, après deux, trois instructions du prof. Et au bout d'un quart d'heure, il m'a dit Ok, je te laisse l'ordinateur parce que tu en sais déjà plus que moi. C'est ton truc. Voilà, c'était mon truc. Donc je reste encore un passionné de tech, beaucoup d'IA ces derniers temps, mais je reste quand même fondamentalement un passionné de tech. J'essaye de mélanger les deux dans mon quotidien. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Top. Le temps passe vite, mais il y a quand même deux, trois idées clés que j'avais identifiées quand on a préparé cet échange et que j'ai super envie que tu puisses partager à tout le monde. Il y en avait une, c'était, tu sais, moi, c'est cette phrase que j'entends tout le temps que Chief Data Officer me partage, c'est oh là là, mais j'aimerais que les métiers soient plus autonomes. Pourquoi ils sont Hmm. pas plus autonomes? Et ça suscite beaucoup d'impatience, de frustration, etc. Et tu m'as dit quelque chose de super intéressant que j'aimerais bien que tu commentes. Tu m'as dit, tout ça, ça parle aussi un peu de soi en tant que Chief Data Officer. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, c'est vrai que quand on dit j'aimerais que les métiers soient plus autonomes, en réalité, c'est pas l'expression du besoin du métier, c'est l'expression du besoin du data officer. Ça, c'est vachement intéressant, je Oui, trouve. on parle souvent d'abord de nous, hein. On est d'abord un peu égocentrique, on parle toujours de nous pour parler des autres, on est dans ce qu'on appelle la projection. Mm. Donc je projette que les J'aimerais métiers qu'ils soient autonomes. voilà, soient autonomes. Mais eux, Ils n'ont c'est jamais pas, dit ça, eux. ils n'ont jamais dit ça. Donc ça parle d'abord de soi. C'est ça qui est un peu contre-intuitif comme ça, là, Contre-intuitif. Ouais. qui est assez ambivalent. Et c'est un peu ce que je te disais, je pense, j'ai plus exactement en tête ce que je t'avais dit, mais quelque part, il faut un peu sortir de l'équation. C'est qu'est-ce que le métier veut vraiment. Et pour ça, il faut se mettre dans une position qui est un peu différente. Il faut vraiment être plutôt à leur écoute et plutôt les citer que se dire, ah ben moi je veux que les métiers soient plus autonomes. Moi j'avais entendu un, un data officer qui avait dit ça, en fait parce que ça parlait de lui, c'est pas son truc. Et à un moment, il m'a dit, ouais, je veux qu'il soit plus autonome parce que ça m'intéresse pas cette partie-là, en fait. Et ouais, Oui, si on termine la phrase, il y a un peu de ça souvent. voilà, il se Parce que ce qui débrouille. les éclate, c'est le développement du projet. Voilà. C'est le certains Exactement. profils. Mm. Le trip, c'était mettre en place vraiment tout un socle technologique pour héberger des IA, manipuler de la donnée toute la journée. Après que le métier se réapproprie, qu'il soit autonome, bon, ah oui,
ça venait à côté, donc c'était pas sa priorité. Donc en fait, c'est vraiment, il faut se questionner parfois quand on dit ces choses-là. Alors le but, c'est pas de se flageller, hein. C'est vraiment d'être conscient que ça existe. On parle d'abord de nous avant de parler des autres, donc on va se projeter un peu sur une direction, par exemple. Moi, j'en avais 50 des directions, hein. Donc je vais peut-être dire: «Ah mais chez les juristes, j'aimerais bien qu'ils soient plus autonomes». Sous-entendu, voilà, j'aimerais faire autre chose que de m'occuper de ce qui peut-être les préoccupe. Donc ça, c'est Mmh. voilà, c'est, si on veut Ça, c'est avoir la de posture du l'impact, coach qui aide à avoir ce type de recul, je trouve, sur la ouais, situation. Ouais. c'est clair que, bah, à ce moment-là, c'est quand on intercepte ça, Oui, on peut changer que ce qu'on observe. Si on observe qu'on a dit ça, bah, on peut changer des choses, c'est-à-dire qu'on peut déjà dire: «Ah oui, bon, peut-être que ça parle de moi, donc il faut que j'aille en vraiment fait. revoir le métier, voir si ça parle pas d'autre chose». Ouais, top. Pour conclure, et ça rebondit bien par rapport à ce dont on vient de parler, il y a quand même une histoire de, ouais, il y a des profils de chief data officer, comme on disait. Il y a ceux qui sont passionnés par cette partie, technologique, le développement, le défi de réussir à, enfin, c'est génial quand même d'être capable de mettre tout ça en place. Et puis il y a, les profils, où on se rend compte aussi quand même que cette partie, prendre en compte la dimension humaine et cetera, elle est quand même assez clé. Aujourd'hui, si tu devais faire une synthèse pour toi des soft skills qui sont essentiels pour, travailler quand on est un chief data officer aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, déjà, ce serait vraiment d'adopter une posture, un peu différente, comme j'ai dit, OK, la technologie, on peut trouver aussi beaucoup de passion. En fait, comme on est challengé sur la réussite des projets, Oui, c'est un on levier. c'est un levier. Bah, il faut quand même, voilà, si on veut pouvoir maintenir cette passion, par exemple pour, la data comme moi, bah, en même temps, on est challengé par, réussir, les projets, donc il faut adopter une posture qui est un peu différente. C'est une posture, un peu plus, curieuse, un peu plus ouverte. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Je leur dis, «La posture, ouais, qui va vous, faire avancer, c'est test, fail fast, learn fast». Mmh, mmh, Donc mmh. moi, j'aime bien de rajouter, fail fast parce qu'il faut vraiment se planter assez rapidement et apprendre assez rapidement. Ça, c'est une posture qui introduit un peu plus, d'humilité et je rajoute souvent learn, relearn, unlearn. C'est-à-dire des fois, il faut Ouais. désapprendre aussi, Déconstruire, ses convictions pour, déconstruire ses convictions. Ensuite, bah, comme j'en avais déjà parlé, il faut savoir aussi, ménager, la patience côté, management. ouais. Donc ça, c'est pour moi, c'est une qualité, que doit avoir un data officer parce que souvent, on va aller trop vite sur la data. Mmh. Moi, je l'ai entendu même des dirigeants d'Engie, hein, quand on était avec eux. Oui, l'adoption, elle n'est pas encore assez rapide. Voilà, il faut aller plus vite. OK. Donc il faut vraiment leur donner On des a compris éléments. que ça rebondissait si on essayait Voilà, d'aller trop vite. si on pousse trop les gens, bon voilà, on a compris Ouais. que ça a d'autres qualités, bah, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence émotionnelle, notamment, moi quelque chose qui me tient à cœur, c'est, l'empathie. C'était mon mémoire de recherche, en coaching, l'empathie et après, voilà, si on revient plus basiquement, comment on cadre un projet, c'est savoir écouter, savoir Mmh. questionner un projet. Alors quand je dis écouter, questionner, c'est vraiment avoir cette capacité, comme je disais, un petit peu sortir de l'équation, vraiment avoir cette capacité à se dire: «Bah, là, je suis dans l'exploration. Je suis pas là pour plaquer mes solutions sur ce que me dit la personne». Ça peut être, si on parle d'un cas d'usage: «Ah oui, Power BI va résoudre votre problème». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. «Ah oui, le data catalog, bah, ça va solutionner tout ça». Non, c'est vraiment de se dire: «OK, est-ce que j'ai bien compris ce qu'on me dit?» De le reformuler. J'ai créé des formations pour ceux qui sont intéressés, par ça, de cette capacité à bien questionner un projet. Vraiment, c'est ce qui fait, la différence. Moi, Mmh. j'avais formé, mes équipes à ça et voilà, les métiers ont senti vraiment une différence. Ils se sont sentis écoutés et Et en il y faisant avait ça beaucoup moins de problèmes d'échanges dans les phases de cadrage. et Il en y a vraiment faisant une ça, différence. tu as aussi l'impact finalement sur l'adoption parce qu'en en C'est clair. faisant parler, tu aides aussi la personne aussi à faire ce travail et son chemin à elle qui va faire que quand tu vas arriver avec le produit, tu auras plus de chances aussi qu'il soit, approprié, on va dire. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'aura pas dit, «Alors est-ce que votre projet c'est bien ça?» Ouais, moi la personne elle peut répondre «Oui» parce que, a pas d'autres éléments, mais c'est OK, combien vous avez d'utilisateurs? C'est des questions, plus ouvertes. C'est combien vous Mmh avez mh. d'utilisateurs? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi le challenge? À quoi vous auriez réussi votre projet? Voilà, c'est des questions qui sont, je dirais un peu plus puissantes, un peu plus exploratrices, Mmh mh. exploratoires et qui permettent d'aller vraiment,
à l'essentiel de ce dont a besoin un métier. Donc ça veut dire aussi avoir des capacités à négocier. Je pense que une des soft skills très importantes pour un data officer, c'est savoir négocier. Pour Mhm. savoir négocier, bah, il faut un peu mieux se connaître soi-même, pour savoir jusqu'où on est capable d'aller, quel est notre rapport avec parfois la contrainte. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement important. Il y en a des soft skills à maîtriser, hein. Ouais, Le temps file, le temps file, le temps file. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment dans le chat. Est-ce que tu as peut-être allez, une dernière soft skills à nous partager? Alors, tu parlais négociation, le leadership en temps réel, pour terminer. ouais, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vu qui se développait un tout petit peu aux États-Unis et qui a vraiment de grandes qualités parce que en très peu de temps, le leadership en temps réel, ça permet d'aller vers plus d'efficacité opérationnelle. Donc voilà, j'aurais peut-être pas le temps d'aller très très loin là-dessus, mais l'idée c'est de savoir cultiver la détermination, la sagesse, la croissance personnelle, la compassion et puis ce qu'on appelle l'autoréalisation. L'autoréalisation, c'est quand on est dans le flow, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond dans dans le travail qu'on fait. Dans une tâche, C'est ouais. c'est ça qui fait vraiment, ça permet de mieux comprendre les personnes avec qui on travaille, mieux comprendre son équipe, d'être au service de son équipe, d'être un servant leader au sens agile. Donc c'est très très puissant ça, c'est des soft skills qui mettent les personnes vraiment à un autre niveau. Je pense que si on a déjà tout ça, franchement, on kill. C'est clair. C'est clair, c'est génial. Merci beaucoup, Malek. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans le chat, ça nous fera super plaisir. Vous avez été très sage, très silencieux. Mais ouais, je trouve que ton angle de vue est vraiment super éclairant et donne d'autres briques pour réussir à comprendre, à mieux comprendre ces situations dans lesquelles on peut se trouver. Merci. C'était vraiment ouais, très riche. Merci beaucoup, hein. Mhm. Et puis Malek, comme tu le sais, si vous avez envie, et puis vous qui nous suivez, si vous avez envie d'autres retours d'expérience sur ces sujets d'engagement des parties prenantes, vous avez également notre deuxième livre blanc qui vient de sortir. Je viens là, à l'instant même, de vous poster dans le chat et dans les questions-réponses le lien direct. Il s'appelle De la vision à l'action, implémenter un réflexe data dans les rituels professionnels. Il y a les témoignages de 19 acteurs data. Donc franchement, voilà, profitez-en, profitez-en, c'est gratuit, il suffit de le télécharger. Je vous partage le lien. Et puis Malek, je te propose qu'on reste connecté de très très près. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, bah écoute, comme le dernier commentaire qui vient d'être fait, remettre l'humain au centre. Donc là, On on est est au tous là pour centre, ça, je crois, hein. On voilà, partage au tous centre la de même la relation. conviction. Mm. Génial. Merci beaucoup, Malek. À très très bientôt. Bon Merci courage à Florence, toi. merci à tous. À bientôt tout Merci. le monde. Au Au revoir. revoir.